On a aussi le cadavre exquis. Un, deux, trois. Ah bah oui, mais c'est toi qui as choisi le mot, là. C'est dur à dire. Tu te mets des pièges toute seule. Le cadavre... Ouais, décidément. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous accueille aujourd'hui sur cette deuxième édition de À quand la com et on reçoit aujourd'hui Dorian qui est à ma droite et Lou qui est à ma gauche, on va laisser se présenter. Les femmes d'abord peut-être. Ah bah voilà, c'est parti. La galanterie quand même. Voilà. Du coup, moi, c'est Lou. Je suis graphiste et illustratrice à l'agence Nerepix depuis 2 ans. Ok, et bah bienvenue sur notre émission. Et toi, Dorian, à toi de te présenter. Eh bien, moi, je suis Dorian, je suis graphiste également, et aussi web designer chez Nerepix. Avec une petite spécialité. Ouais, du coup, je suis UX UI designer. Si je peux expliquer maintenant. Tu peux, oui. Voilà. Donc, l'UX UI design, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait un concept qu'on peut retrouver à la fois dans le digital et aussi dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, UI, c'est interface utilisateur et UX, expérience utilisateur. Donc, interface utilisateur, c'est tout ce qui va toucher à le visuel, ce que voit l'utilisateur sur un site, sur une application. Et l'expérience utilisateur, ça va être plus psychologique, en fait. Ça va être comment on va agencer les éléments, comment va être affiché telle chose, ou un parcours utilisateur qui va être optimisé pour faire une telle action, pour inciter un utilisateur à faire une action, ou alors qu'il soit heureux et content d'avoir navigué sur un site ou une application. Je sens qu'on va rejoindre ce qu'a pu dire Pierre sur la dernière émission. Je pense qu'on va avoir des points communs. Mais après, pour le donner sur la vie réelle, en fait, un truc tout simple que pour tous ceux qui ont déjà fait des formations en UX UI, on leur a sorti cet exemple-là, c'est la bouteille de ketchup. À l'époque, on avait une bouteille de ketchup en verre qui était très jolie. Franchement, pas de problème. Sauf que pour l'utiliser, c'était pas du tout pratique. On devait taper sur le fond de la bouteille de ketchup, pas forcément pratique et tout ça. Donc après a été inventé. On en fout partout. Voilà, exactement. Pas forcément pratique. Et après, on a eu la bouteille de ketchup en plastique. Donc, qui dit plastique dit qu'on peut exercer une pression sur le flacon. Et donc, pour se servir, beaucoup plus simple que la bouteille en verre. Et voilà, comment on peut imaginer. Et en plus, avec le bouchon en bas, ce qui fait que par gravité, le ketchup est plutôt... Voilà, et en plus, le fait qu'ils soient mis en bas, le flacon reste toujours à l'envers au final. Et... Donc ça, c'est de l'UX. Ça, c'est de l'UX. Voilà, c'est comment on peut améliorer l'expérience des utilisateurs sur un produit ou sur un site ou une appli ou à utiliser un objet dans la vie réelle. Peut-être quand même, vous l'aurez compris, aujourd'hui, Lou et Dorian sont ici parce qu'on va aborder en fait les différentes facettes du graphisme et également la place du graphisme sur cette nouvelle année 2025 qui arrive avec notamment l'IA, etc. Et comment tout ça va évoluer. Et pour terminer, comme vous pouvez le voir, on est encore chez Face à Face et c'est l'occasion aussi de présenter un peu cette structure et en fait, Face à Face, concrètement, c'est un lieu où vous pouvez venir vous défier entre collègues, ce qu'on a d'ailleurs déjà fait, mais aussi entre amis, en famille. Et les équipes sont divisées en 2 et vous vous affrontez jusqu'à ce que l'une des 2 équipes gagne, tout simplement. Vous étiez dans la même équipe quand on était venu ? Non, on était l'un contre l'autre. Ok, qui a gagné ? C'était ton nous, équipe, parce que moi j'étais avec vous. Voilà, c'est pour créer une ambiance dès le début. Donc pour reprendre le fil... Pour commencer, Dorian t'a expliqué, toi, plus en détail, justement, ton métier. Lou, comment tu pourrais nous expliquer plus en détail quel est ton métier, toi ? Alors, au niveau du graphisme, ça va être créer des visuels impactants pour nos clients. Donc ça peut être des visuels papier, mais ça peut aussi être des publicités ou des publications sur les réseaux sociaux. Au niveau des illustrations, l'illustration, c'est un peu plus particulier puisque à l'origine, l'illustration, c'est une expression personnelle. Là, pour le coup, ce que je fais pour que ce soit nos clients ou pour Nerepix, ça va pas être si personnel que ça puisque j'ai toujours un brief. Mais par contre, on a des choses qui reviennent toujours. Par exemple, la bande dessinée, c'est vrai que ça va être
ça va prendre une bonne grosse partie de mon temps au niveau de l'illustration, mais c'est vrai que ça arrive quand même que je fasse de l'illustration pour nos clients de temps en temps. Donc toi, tu fais de l'illustration un peu? Bah non, c'est ça où nous, on est assez On est similaires. complémentaires en Voilà, fait. on est complémentaires parce qu'on fait tous les deux des logos, on fait tous les deux du print, voilà, des affiches, tout ça. Mais moi, j'ai plus la spécialité des maquettes design, graphique. Et Lou va être plus illustration. Moi, en illustration, je suis une quiche. Hein. Ah, bah écoute, on verra ça. On affichera 2-3 exemples. Ah. Voilà. Ah merde. Mon bonhomme bâton, voilà. Et donc, vous, quelle serait votre définition du graphisme? Alors du coup, selon moi, ce seraient des compétences qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, que ce soit au niveau des études ou même personnellement, qui se mettent au service de la demande de notre client, que ce soit pour améliorer une identité qui existe déjà ou juste la remettre en place, la rénover entre guillemets parce que son image est trop vieille ou quoi. Ça va être de mettre en place, en fait, ça va être d'avoir une idée et de l'organiser pour qu'elle soit comprise par un maximum de personnes, que ce soit la cible de notre client, mais aussi des personnes complètement extérieures. En fait, c'est apporter un élément visuel qui va traduire un message pour que ce soit de la publicité ou même, ça peut être maintenant pour des messages forts, pour les transmettre, comme on voit sur les réseaux sociaux, pour les engagements, etc. C'est assez large, en fait, finalement, En fait, le graphisme. le graphisme, c'est vraiment concevoir et créer un visuel grâce à des éléments, que ce soit la typographie, les couleurs, des éléments graphiques, donc ça peut être des dessins, des photos. Voilà, c'est vraiment agencer tous ces éléments et créer un visuel, un message fort et quelque chose qu'on veut véhiculer aux autres personnes, en fait. Donc c'est pas justement juste un élément visuel qu'on regarde et voilà, qui est joli. Et par rapport à la définition du graphisme que vous venez de faire, quelles sont vraiment les différences principales entre vos deux métiers, tous les deux? Bah, le mien, ça va être plutôt basé sur l'esthétisme, si on parle d'illustration ou de choses comme ça. Dorian, ça va plus être sur la fonctionnalité, Ouais, ça va sur plus être sur. le côté pratique. Puis moi, j'ai vraiment une spécialité sur le web, donc orienté application et site web. Comparé à Hulu, ça va être plus de l'illustration, justement, avec la bande dessinée et tout ça, où c'est plus créer des choses via, avec la main, voilà, dessiner. Et moi, ça va être plus de la réflexion et comment optimiser la navigation pour un utilisateur. Donc ce que tu veux dire, toi, c'est plus joli et toi, c'est plus facile à utiliser. C'est ça. Si on peut Après, ça faciliter reste la un chose, mélange voilà. des deux. Donc toi, il y a de la Ouais. réflexion, c'est plus intelligent. Et non, j'essaie de créer des... Non, après, tu vois, ça n'empêche pas que évidemment, Lou, quand elle va créer des visuels, elle va faire en sorte que ça soit cohérent graphiquement, qu'elle va pas mettre des textes sur un autre texte qu'on va pas voir et tout. Forcément, il y a de l'accessibilité qui va être fait. Et comme moi, où je vais faire des choses qui sont aussi jolies, voilà. Mais si on doit déterminer des spécialités entre nous deux, ça va être ça. C'est juste pour faire chier. Non, mais Ah non, mais on avait complètement compris. Mais hein. c'est marrant parce qu'effectivement, il y a quand même des oppositions dans ce que vous faites, en fait. Mais à la fois, il y a quand même beaucoup de recoupements. Enfin, Oui, ça même, se rejoint. même dans la pratique, finalement, il y a énormément de missions qu'on peut confier à l'un ou à l'autre. Ouais. Et effectivement, il y a des spécificités qui sont différentes, mais même dans la façon d'approcher le truc en termes de réflexion. C'est complémentaire, en fait. c'est ça exactement. Complètement, ouais. En fait, Je pense que ça va être le résumé de tout le podcast. Ouais. Ça va être que En fait, on a tous des les deux, yeux on est vachement différents. complémentaires. Donc, Lou va voir certaines choses que moi, je vais voir certaines choses. Voilà, on est complémentaires et c'est ça qui est bien. Et c'est peut-être ça justement qui est intéressant, c'est à quel point quand on dit un graphiste, on imagine que la personne a fait tout. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment des spécificités Ouais. qui C'est sont ça. pas... c'est un peu comme les médecins, en fait. Est-ce qu'il y a des graphistes généralistes C'est ça, tu as des graphistes qui vont être généralistes dans le sens où ils vont tout faire, mais pas forcément être spécialisés. ouais. Et d'autres voilà, qui vont être spécialisés, comme nous et moi, dans un domaine, mais on est capable de faire aussi l'autre Ok. chose que fait un graphiste En généraliste. fait, on est quand même pluridisciplinaire, mais on a quand même cette petite spécificité qui fait que les projets web, ça va plus être Dorian et les projets illustration, ça va plus être moi. C'est ça. Et pour aller plus loin, vous mettez même un peu les mains dans la vidéo, c'est ça je sais que récemment, il y a eu des travaux, ne serait-ce que le générique, par exemple. Lou en parlait, un podcast. peu de motion design. Ouais, carrément. En ce moment, c'est vrai que ce soit dans le montage vidéo pour des réels, pour nos clients ou même pour nous, c'est arrivé. Ou le motion design, c'est vrai que c'est des choses que j'ai étudiées moi quand j'étais à l'école. Et c'est des choses que je creuse encore maintenant puisque c'est quelque chose qui évolue énormément.
C'est quoi le motion design? Le motion design, ça va être Eh oui. tout ce qui, en fait, toutes les images qu'on peut animer derrière. En fait, ça va pas forcément être du montage vidéo, mais ça va être des images qu'on peut apporter pour, par exemple, appuyer un propos. On va ajouter un petit pins qui va dire ah oui, tu valides ce que tu dis, ou des choses Donc comme là, ça. on va pouvoir incruster derrière toi pendant Là, que tu parles. si je veux, je peux mettre un grand arc-en-ciel voilà. derrière moi. Lou qui se crée du travail. Allez, voilà. Tu nous ajouteras ça en post-prod. Non, mais c'est vrai que en fait, le motion, donc on en fait pour des petits éléments et tout, mais c'est vrai que ça reste, je trouve, un métier à part entière. On Ouais, parlait des complètement. graphistes qui font un peu de tout. Le motion design, c'est, je trouve, une grosse part du graphisme. C'est Parce très que c'est long. quelque chose de très long pour, au final, une animation qui va durer 30 secondes, Ouais, un générique. va mettre des heures et des heures à être fait. Et le boulot derrière, parce qu'il faut animer frame par frame, enfin, seconde par seconde, même par moins. Et puis voilà, chaque petit élément doit être. T'as des courbes de vitesse qui vont devoir être lissées, ils vont devoir être augmentées au départ et puis réduites à la fin, etc. Voilà, plein de choses. Et puis il y a de la physique aussi à avoir en compte parce que, par exemple, on fait. Pareil, je reviens à tous ceux qui ont dû faire des cours de motion design, mais la balle qui rebondit. Voilà, donc faire en sorte qu'elle monte, puis qu'elle se ralentisse t'as un des peu, ralentissements. qu'elle redescende. Voilà, et en fait, faire en sorte que ça soit Réaliste. physiquement réaliste. Ouais. Donc voilà où c'est un peu un métier pour moi à part entière parce que c'est un peu compliqué à gérer. Si je reviens un petit peu plus largement, tout à l'heure, vous avez évoqué l'un et l'autre dans vos discours la notion d'identité visuelle. Mais c'est quoi concrètement une identité visuelle pour une entreprise? Alors une identité visuelle, ça va être en fait tous les éléments graphiques qui vont être associés à l'entreprise. Donc si on peut parler un peu en anglais, on va parler de branding. Donc ça va être par exemple le logo ou des couleurs spécifiques, une typographie aussi qui a été créée. Je pense notamment à Spotify ou Netflix, qui ont, par exemple, leur typographie à elles-mêmes. Et, euh, donc tous ces éléments-là. La typographie, c'est la police d'écriture, c'est C'est ça? ça, c'est la police Mmh. d'écriture. Ok. Voilà. Et en fait, tous ces éléments-là vont faire que peu importe ce que tu vois, tu peux voir par exemple une certaine couleur et reconnaître direct une entreprise grâce à ça. C'est visuellement être ancré dans la tête des gens grâce à des éléments visuels. Tu veux dire que si je dis rouge et jaune, par exemple, on pense à peu près tous à la même enseigne. McDonald's. Je sais pas si on a le droit de citer des... Ah. De toute façon, on va être obligé d'en Ouais, citer. non, mais c'est Ça, clair. c'est sûr, mais oui, voilà. Et par exemple, le bleu et blanc avec un papillon, ça vous... Ah, Alors ça, moi, direct. ça, Direct je crois que ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose là. Ouais, c'est comme quoi Non, ça- mais voilà. C'est pour ça que maintenant, les marques font de plus en plus ça, que juste créer un logo, c'est toute une identité visuelle derrière qui va être créée, qui va vraiment créer un environnement de marque et donc être reconnu par n'importe quel biais. En fait. Et tu parles d'environnement, l'identité visuelle, ça dépasse en fait le visuel. Des fois, l'identité d'une marque, ça va même être une ambiance sonore. Ouais. Des fois, c'est une ambiance olfactive. Je pense notamment à certains magasins qui vendent, je sais pas, du parfum ou des choses pour se détendre. Bah, y a une odeur, des C'est fois, ça. dans ces magasins, on se dit ah, bah, c'est parce que les gens ont testé. En fait, non. C'est des odeurs qui sont amenées chimiquement, on va dire, pour créer une émotion derrière les gens qui vont rentrer dans le magasin et qui vont associer cette odeur à ce magasin-là. Ou encore, des fois, tu as des personnes qui font des conférences, qui vont venir habiller toujours de la même manière aux conférences. Et en fait, ça va devenir l'identité de leur marque. Ça va être, ah, ce mec-là, il est en jean, il a une chemise blanche, il a des baskets noires. On sait qui c'est. Non, mais c'est vrai que le design sonore aussi, si on peut revenir... maintenant, juste avec un petit générique, tu reconnais genre, Netflix avec le Toudoum, Ouais. tu reconnais direct. Même si on reprend McDo, le palapa. Bah, c'est ça. La Bah oui, SNCF. C'est terrible parce que du coup, tu peux même le retrouver dans des... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo des deux petites filles qui se mangent des miroirs dans le palais des glaces. Ça va être toum-toum. Oui, Ah oui, oui. oui. Ouais, c'est vrai, ça devient des mèmes derrière. Ouais, ça donne des mèmes. On prend l'incrusté. Mais c'est vrai que ce genre de truc, ça, c'est fou comment tu arrives à assimiler des sons de la vie à ah putain, ça me fait penser au logo. Ouais, c'est clair. Donc il faut, pour faire une identité, il faut tout en fait. Couleur, typo, Il faut tout. logo, forme, C'est ça, exactement. son, odeur. Tout ce qui peut être reconnu par. Enfin, être reconnu aux yeux du grand public peut être utilisé pour une identité visuelle. Après, pour moi, ça, il faut aussi l'adapter quand même à ton secteur d'activité. Oui, Dans évidemment. le sens où, par exemple, une entreprise du BTP, elle va pas avoir besoin d'avoir une reconnaissance olfactive
Forcément, Non, c'est pas. ça c'est la base, mais après, c'est des éléments pour moi qu'il faut nuancer en fonction de ton secteur C'est ça, d'activité. faut l'adapter. Après, tu as Ouais. une menuiserie, tu diffuses une bonne odeur de bois De fraîchement bois, coupé, ouais. tu vois. Tu sais, mais en vrai, quand tu rentres dans une maison qui a été en travaux récemment, moi j'aime beaucoup l'odeur Ah bah moi j'aime pas du tout. de la fin des travaux où ça sent Ah ouais, la maison. ça Ça sent sent vraiment la le neuf et peinture, tout. la peinture Ouais, surtout, ouais, c'est l'odeur de la peinture. Ah, moi j'aime bien, tu vois. C'est mieux que l'odeur de la cigarette. Après, ça dépend de la peinture. T'as des peintures, elles sont vraiment violentes. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, on parle de marque depuis tout à l'heure et d'identité visuelle. Vous, quelles sont vos identités visuelles de marque préférées? Si vous deviez en citer une ou deux qui vous ont particulièrement marqué, ça serait lesquelles? Alors moi, c'est pas vraiment. Je vais pas être attirée spécialement par des marques. Ça va plus être par des artistes qui ont une identité forte. Je vois plein d'artistes passer, notamment sur les réseaux sociaux. Nini Wanted, c'est une illustratrice qui fait des petits trucs assez mignons. Beaucoup de stickers, beaucoup d'affiches, etc. Il y a aussi une autre artiste qui s'appelle Laura et qui joue dernièrement avec l'IA, puisqu'elle a une identité très très marquée sur ses illustrations, et elle a découvert en fait sur Pinterest que les gens utilisaient l'IA pour faire des illustrations et pour la citer, alors que c'est pas elle qui fait ces illustrations-là. d'accord. Donc elle a repris ça et elle a dit bah ok, c'est pas moi qui l'ai fait, par contre je vais reprendre cette image et je vais le refaire à ma sauce avec mon style, et c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est trop fort. Ok. Et moi, si je dois citer une marque, c'est le marketing d'Apple, leur façon de présenter les choses. C'est du minimalisme, mais je trouve ça tellement efficace et c'est fait vraiment classe. Les boîtes, comment sont présentées les boîtes, tout ça. Voilà, vraiment le côté vraiment épuré d'Apple. J'aime beaucoup. Après, si on doit citer des interfaces utilisateurs, moi j'aime beaucoup Spotify, la façon dont c'est agencé, dont c'est présenté. Heu, voilà, même si, bon, par moments, ils font des petits choix du X, voilà, on peut un peu controverser, enfin, on n'est pas tous d'accord. Tu penses à quoi, par exemple? Bah, notamment, ils ont fait des choix au niveau du menu de Spotify où avant, tu avais, des onglets, où tu pouvais aller sur la page d'accueil, page rechercher, tout ça. Maintenant, ils ont totalement enlevé. Maintenant, tu as carrément ta bibliothèque qui est, directement, dans le menu. Ok. Alors, au départ, j'aimais pas du tout et au final, en utilisant, je me suis rendu compte, mine de rien, je cliquais dessus pour naviguer Ouais. dans mes playlists. Donc en fait, je me disais que j'aimais pas, mais au final, après, mon côté pratique l'a utilisé et s'est dit au final, c'est pas mal. Du coup, ok. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu dérangeant quand tu as une fonctionnalité qui change, mais est-ce que justement, quand tu changes quelque chose, un onglet ou dans un jeu ou dans une application, euh, même si c'est mieux, est-ce que c'est pas de toute façon naturellement humain de se dire ah, c'est chiant, ça a bougé? Concernant Spotify, oui, au départ, j'aimais pas trop, mais je m'en suis rendu compte que c'était plus pratique et que Ouais. Ouais, puis il y a toujours un truc bizarre, donc effectivement, quand ça change, t'es un peu, c'est pénible, je sais pas, on doit pas aimer le changement. oui, c'est Mais ça, on quand aime tu pas. reviens à l'ancien, Ouais, tu te dis, ah putain, c'était pas Ouais. ouf avant. Ouais, Ça, c'est c'est ça. fou. Enfin, à chaque fois, on se met dans des schémas et C'est ça. on n'arrive pas à en sortir, quoi. C'est ça C'est exactement. étonnant. Ouais. Du coup, on fait un tout petit break dans notre déroulé de questions. Vous avez chacun préparé un petit sujet ou amené des éléments. Qui veut commencer? Moi, je vais vous parler de globalement l'impact de la créativité sur la bonne humeur. Ok. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées par que ce soit des scientifiques, des magazines, etc., qui disaient que plus on pratiquait la créativité, plus on était de bonne humeur, plus on était joie, on va dire. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une petite liste des petites choses qu'on peut faire, que ce soit gratuit, payant, accessible à tous, qu'on soit dans le monde du graphisme ou pas, pour justement travailler un peu sa créativité. Et du coup, j'ai réuni des jeux de société, des jeux qu'on peut faire avec quasiment rien, et des comptes Instagram qu'on peut suivre, qui lancent parfois des défis créatifs qui sont sympas aussi. Donc, je pense que le plus connu d'entre eux, au niveau du monde du graphisme, ça va être Linktober. J'allais le dire, ouais. Ouais. Linktober, ça a été créé en 2009. Et à l'origine, son créateur l'avait créé pour lui-même. C'était un défi personnel de pendant tout le mois d'octobre, je me donne un mot par jour et je fais une illustration par jour. Sauf qu'il l'a partagé sur les réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, il y a même beaucoup de créatifs qui font leur propre Inktober, qui le partagent sur les réseaux et qui sont repartagés à droite à gauche. Et on a des trucs extra des fois.
avec des concepts des fois assez innovants. Je pense à un de mes amis qui a fait tout Linktober basé sur des grenouilles. C'est Voilà, il faisait une illustration de grenouilles tous les jours, c'était super Donc cool. quelqu'un qui vient de Normandie, manifestement, Quelqu'un qui vient de Normandie qui s'appelle Rubs. et qui s'adapte au climat. Et toi, tu l'as fait? Je l'ai fait plusieurs années, ouais. Il y a quelques années où j'ai abandonné en cours de route quand même parce que ça prend énormément de temps. C'est long. Après, c'est quand même sympa pour se creuser les méninges, trouver de nouvelles idées parce que c'est vrai que même si on a toujours la tête dedans au travail, ça va pas être pareil que dans la vie personnelle parce que au travail, ça va pas être forcément une expression très personnelle parce Oui, que puis voilà, c'est pour répondre à une demande. T'es bridé par une demande. Complètement. Alors que là, si je suis chez moi et qu'on me dit dessine une vis, j'ai 1000 manières de dessiner une vis, quoi. Ok. Donc voilà, ça c'est un des projets. Toi, tu l'as fait, Linktober? Non. Non. Bah Le non, dessin, vu c'est que pas là, ton c'est truc. plus dessin. Moi, je suis pas du tout dessin. J'aimerais bien savoir dessiner. Il faudrait que Écoute, il y a quelqu'un qui peut. je prenne Ça s'apprend. des cours. Hein. Ça Peut-être t'apprend. que Lou me donnera des cours. Hein. Peut-être. Mais non, chez moi, Peut-être. c'est pas inné le dessin, mais j'aime beaucoup le concept. Moi, je suis Et beaucoup il n'y a, de. y a pas un UXtober ou un truc Après, équivalent? en soi, ça peut être fait de plein de... Ça peut En être fait soi, sous ça forme peut être fait, hein. d'animation, Ça peut être de un site web, 3D, enfin, ça peut être une des maquette sites. graphique, tu Un vois. site web par jour pendant 30 jours. Mais là, Ouais. un peu long. M'étonne. Mais oui, ça peut être n'importe quoi. On peut Ouais, le décliner complètement. sous Ouais. de multiples manières. Ok. Dans la même idée, après, de défis personnels, il y a des artistes qu'on connaît, qui viennent aussi de Normandie, qui se sont lancés des défis. Par exemple, le chanteur Riles, Mm. qui s'est lancé le défi de faire une musique par jour, mais c'est Mm. aussi lui qui crée ses miniatures de vidéos tous les jours, donc une par jour aussi. Ça, c'est des défis gratuits qu'on peut faire même en dessinant sur un bout de papier, en se disant tous les jours, je fais un bout de dessin et tout. Et ça permet aussi de s'améliorer, Bah, c'est notamment ça. en dessin. C'est que c'est en faisant En qu'on s'améliore. pratiquant, de toute toute façon, voilà. Après, quel que soit le domaine, le défi de un truc par jour, même sur des périodes plus longues, ça marche bien. Dès que tu mets un temps, en fait, j'ai l'impression que ça conditionne ton esprit à te dire bon, j'y vais parce que c'est pas très long de faire C'est ça. ça. Par exemple, tiens, les fameux Dry January, un mois sans alcool Mm. ou un mois sans cigarette. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont possibles. Et c'est vrai qu'on peut l'appliquer à n'importe quoi. Je crois que c'est comment il s'appelle? Fabien Olicard qui avait fait, je pense, qui peut-être bien amorcé sa présence sur YouTube parce qu'il s'était fait le défi d'une vidéo par jour Mm. pendant un an. Et Ah ouais, un an, c'est. ouais, et c'était un an, c'est ultra énorme. costaud, mais il C'est a pas énorme. lâché le truc. Et Bah, c'est ça. il y a peut-être pas que ça, mais en tout cas, ça fait partie des... En plus, YouTube adore la régularité. Mm. Ça fait partie des Et choses puis, qui t'as le plaît. côté du challenge où tu t'es donné un challenge à réaliser. Ouais, complètement. Et donc, tu te dépasses, tu te dis, bah, là, peu importe ce qui m'arrive, ce que je dois faire, ça doit être fait. Et puis, quitte à prendre de l'avance sur plusieurs jours, voilà. Il faut de l'avance, je pense. Et Mais puis, oui, ça t'as pas le permet choix. aussi d'arrêter de remettre au lendemain. Parce que quand C'est même, ça. un des Tu principes procrastines plus. humains, c'est le fait de procrastiner Ouais, tout le temps, complètement. quoi. Donc, c'est aussi une façon de se donner une obligation. Donc même, il y a le système de récompense aussi du fait de... J'ai bossé, j'ai produit ce que je devais produire, et derrière, j'ai des likes, j'ai des commentaires, j'ai de la des retours visibilité. positifs. Et Des fois, tu as ça même nourrit ce des système-là. critiques constructives d'autres artistes qui disent « Ah, bah moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais peut-être fait ça comme ça et tout ». C'est vrai que ça aussi, c'est intéressant, le fait de pouvoir échanger. C'est l'avantage des réseaux sociaux maintenant. C'est qu'on peut partager, mais c'est aussi un échange. Et puis, c'est un échange de compétences aussi maintenant. Donc, c'est intéressant, quoi. Ouais, puis il y a de C'est pas que pour plus se en tirer plus dans les pattes. notamment youtubeurs qui, par exemple, ouvrent des Discord, des serveurs Ouais. Discord, et voilà, t'as une communauté, et puis c'est hyper bienveillant, tu discutes avec les autres, voilà, tu montes par exemple, notamment pour ceux qui sont en études, voilà, tu peux monter tes travaux, et puis les personnes vont te dire, bah voilà, tu devrais plus faire comme ça, comme ça. Et voilà, c'est constructif, c'est pour t'améliorer. Mm. Et puis, ouais, pas mal de youtubeurs, notamment, je pense à Balo, qui est un youtubeur graphiste qui fait des logos et tout ça. Mm, mm, mm. Et lui, il a un serveur Discord où il a un challenge, justement, où il donne un brief. C'est assez drôle parce qu'il fait des vidéos là-dessus. En fait, il donne un brief d'un logo pour une société. Et donc, n'importe qui peut participer, qui est dans le serveur, envoie ses créations. Et en fait, les gens votent, votent sur leur création préférée. Et lui, en fait, derrière, il fait une vidéo où en fait, il fait 2-3 logos, où il crée des comptes Discord exprès, où il se fait passer pour des inconnus. Ok. Et savoir si est-ce qu'il arrive bien placé ou pas. Et bah, apparemment, là, il se fait dépasser par des gens de sa communauté et tout. Donc, c'est grave intéressant à regarder. Et voilà, notamment pour si on est dans cette dynamique d'échanger avec les autres, bah, je trouve que c'est une excellente manière. Ok. T'avais d'autres
Bah, après, il y a plein d'autres jeux de société qui existent, notamment des jeux auto-édités, Voilà, comme les briefs j'ai créatifs. ramené les briefs créatifs. Donc, qui est en fait un petit jeu pour justement travailler votre créativité. Vous avez. Donc, ça se présente comme ça. Et en fait, vous avez 3 types de cartes. Donc, vous avez une carte secteur d'activité. Donc là, en fait, ça va être par exemple une entreprise, une association, une structure en fait. Et là, par exemple, là, j'ai pris une bijouterie. Ok. Et donc là, par exemple, j'ai pris une carte secteur activité. Donc il y a un petit brief avec tout simple une bijouterie, ou alors carrément, là, expert dans le travail de la perle, la bijouterie Perle Aura, puis son inspiration dans l'écosystème marin, boucle d'oreille, motif d'écaille, collier de perles, voilà. Donc en fait, un truc vraiment précis. Bon, soit tu prends le truc classique et puis tu fais ce que tu veux et tu fais marcher ton imagination, soit tu prends le brief précis et au moins tu as un truc concret. Ok. Voilà, tu as la partie carte contrainte. Donc là, par exemple, là, c'est utiliser uniquement du noir et du blanc. Ok. Voilà. Donc ça peut être ça, ou alors par exemple utiliser, tu as 1 heure pour le faire, utiliser qu'un type de support, ou alors par exemple pas utiliser la souris, juste le pavé numérique. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. L'enfer. Et après la carte support, donc là ça va être, là par exemple c'est une publicité extérieure. Donc, voilà, une enseigne. Donc après tu peux en piocher de plusieurs. Si t'aimes bien le secteur d'activité, tu chopes plusieurs cartes support et tu fais plusieurs choses. Voilà. Donc en fait c'est super parce que ça te donne vraiment plein d'idées. Et pour t'entraîner. Pour faire marcher ta créativité. Et puis t'as des briefs, mine de rien, faire des briefs. C'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. Mais du coup, si je comprends bien, c'est surtout pour les graphistes. Ça va Ouais, être essentiellement pour les C'est graphistes. complètement graphiste. Ouais. Mais à côté de ça, tu as d'autres jeux aussi où tu peux jouer en famille. Et du coup, là, vous venez de nous présenter un jeu qui est plutôt axé sur les graphistes. Ouais. Pour les personnes qui ne le sont pas, quels autres moyens il peut y avoir, par exemple, pour la famille? Il y a des jeux d'enfants, très simples. Donc, il y a les jeux comme Pictionary, Dixit. Ça, c'est des jeux qu'on Ouais. peut acheter dans les magasins. Mais si vraiment on n'a pas envie d'aller acheter un jeu, il y a plein de jeux qui existent. Par exemple, un peu comme le baccalauréat. On a aussi le cadavre exquis. Un, deux, trois. Ah bah oui, mais c'est toi qui as choisi le mot, là. C'est dur à dire. Tu te mets des pièges toute seule. Le cadavre. Ouais, décidément. J'espère qu'on va les garder. Ouais, Allez. pas de cut là. Le cadavre exquis, donc. Le cadavre exquis, par exemple, si on est tous les 4 autour de la table, on pourrait y jouer parce que c'est prendre une feuille, se dire, OK, cette feuille-là, elle va être divisée en 4, elle va être pliée plutôt en 4, et sur chaque face, il va y avoir une partie du corps d'un personnage, par exemple. Donc, par exemple, moi, je vais faire la tête, toi, tu vas faire les épaules, toi, tu vas faire le corps, toi, tu vas faire les pieds. Mais tu Et vois à la pas. fin, Ah non, non, tu justement, vois pas ce que les autres fait ils ont l'autre. fait. Du coup, à la fin, ça crée un truc, mais Ça n'a aucun sens. complètement, qui n'a aucun sens. Et ça, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez rigolo à faire. Moi, je sais que je le faisais avec des copains quand j'étais petite, ou même au lycée et tout. Et en vrai, c'est rigolo à faire. Trop bien, on va en faire un en off et on vous le mettra en incrustation pour voir ce que ça donne. Et j'ai hâte de voir si on reconnaît la partie que Lou a dessinée et celle que Dorian a dessinée. Voilà, là on verra direct, je pense. Donc pour revenir sur la série de thématiques qu'on voulait aborder, donc on est en janvier 2025, une nouvelle année vient de commencer. Pour vous, c'est quoi les tendances cette année qui vont se profiler? Et éventuellement d'ailleurs, si vous voulez développer là-dessus, c'est quoi les tendances qu'il faut arrêter absolument selon vous en 2025? Lou, visiblement. Je sens une impatience à traiter ce sujet. Moi, quand on me dit tendance, je pense tout de suite là, c'est vraiment l'utilisation accrue de l'IA générative. On voit beaucoup plus l'utilisation de cette technique qui permet en fait, créer n'importe quelle image. Et l'avantage, c'est que ces images qu'on crée, donc à l'aide de prompts, ces images-là, elles sont complètement originales. Ok. Chaque image que l'on crée ne sera jamais dupliquée. Après, on peut s'en rapprocher, faire des similaires, mais ça sera jamais exactement la même chose. Une image est unique quand elle est créée, et ça, c'est son avantage. C'est que quand tu vas créer un visuel, tu vas créer un visuel unique, et voilà. Je pense que c'est vraiment la tendance qui va être beaucoup plus utilisée cette année, c'est faire des ambiances, des personnages, n'importe quel élément visuel grâce à l'IA, et utilisé pour faire des compos vraiment pas mal. Quand tu parles de prompt, c'est la série d'instructions qu'on écrit et qu'on transmet à l'IA pour qu'après elle transforme ça en résultat. C'est ça, en fait, c'est une suite de mots ou de choses que vous voulez voir apparaître sur l'image, et après on peut lui mettre des paramètres. Par exemple,
Après, il y a des outils. À l'époque, je sais que quand Midjourney est sorti, il fallait tout faire à la main. Ouais. Maintenant, il y a plein d'outils qui permettent, par exemple, d'avoir un style plus néon ou plus rétro, ou voilà, des paramètres prédéfinis. Mais voilà, le prompt de base, ça va être une phrase et des éléments que vous souhaitez voir apparaître. Et puis après, tu peux l'adapter en fonction du résultat. Ouais, et puis surtout, si tu fais référence à Midjourney, c'est vrai qu'il fallait toujours lui décrire la scène, les paramètres et tout, etc. Je trouve C'est que ça, ce qui a apporté, par exemple, hein, c'est pas le seul, mais ChatGPT dans le truc, c'est que tu peux lui faire des retours sur ce qu'il a généré, c'est ça. alors que Midjourney, tu repartais un peu au départ, tu repartais toujours de Ouais, zéro. il fallait et que tu prennes ton fallait tomber prompt juste, quoi. et ouais, c'est ça. Mais si je reprends ce que tu viens de dire, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le métier de graphiste va être remplacé par ce qui a été généré par l'IA, ou c'est un support? Comment tu vois le truc? Moi, je trouve que c'est une excellente question. On en parle beaucoup Je te remercie. on en parle beaucoup maintenant. Est-ce que l'IA va remplacer les graphistes? Pour moi, je trouve que ça va pas nous remplacer. Au contraire, c'est un outil très bien. Justement, ça va nous compléter et on voit plus ça comme un allié plutôt qu'un concurrent. Mm. Ça va nous aider à faire des créas et beaucoup plus poussés qu'on aurait pu faire. Et puis aussi, c'est du gain de temps. Voilà, une illustration, bon, je suis pas illustrateur, mais je vois, moi, du coup, maintenant, je peux faire des compos avec des illustrations que moi-même je fais, même si je sais pas dessiner. Et juste grâce à des prompts qui sont bien orientés, avec les styles que je veux, et ben, je peux faire n'importe quelle image ou dessin avec l'IA, quoi. En fait, ça donne du matériel qu'après tu utilises toi dans ton travail. C'est ça. Un peu comme C'est si ça, on te c'est filait des briques et toi tu fais ton mur avec, quoi. c'est ça, c'est Ouais. un outil, vraiment un outil à part entière qu'on peut utiliser et qui nous aide à créer, quoi. Mais c'est toujours toi qui fais le mur, Mais c'est toujours moi, le maçon, qui met les briques, pour le moment. pour le moment. On verra pour jusqu'à combien quand, de c'est temps. ça la question. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que l'IA, ce qu'on peut, un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est notamment au niveau des textes. Il a beaucoup de mal à créer des lettres cohérentes. Voilà, il y arrive, mais avec du mal. Et plus t'as de Et, texte, plus c'est nimp en fait. Voilà, c'est Mm. ça. Alors que, bon, pour l'instant, il n'y arrive pas trop. Plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais l'IA, par exemple, si je dois parler de ma spécialité UX/UI, je passe notamment à Figma, donc qui est un outil de conception de maquettes graphiques. Il apprend vite, hein, t'as vu. Et donc, ils sont en train de mettre en place des IA pour t'aider. Par exemple, bah là, je veux une maquette graphique pour un toiletteur pour chien, par exemple. Bah, je vais dire à l'IA, peux-tu me faire une landing page? Donc, c'est une page. Une landing page, c'est une page d'atterrissage, en fait, une page d'accueil. Ou, je sais pas, je veux mes prestations, je veux une présentation de l'entreprise, voilà, et tu me génères. Et bah, lui, il va créer un squelette. Ouais. Donc déjà tout préfet, donc au moins tu as une base. Évidemment, ça sera pas très poussé graphiquement, mais Mais tu t'épargnes une espèce de voilà. travail de départ qui est. Voilà, c'est ça, genre créer le menu et tout, c'est un peu redondant et c'est un peu voilà, mettre des encarts et tout ça, un peu toujours la même chose. Donc là, il épargne ce côté-là et comme ça, tu peux vraiment te concentrer sur le travail de graphique en fait, Ouais. de rendre ça joli et En fait, tu retires la partie chiante. voilà, c'est ça. Mm. C'est vraiment, tu retires la partie chiante, mais comme dans beaucoup de métiers maintenant qu'utilise l'IA, c'est vraiment automatiser certaines choses et enlever les parties un peu redondantes pour pouvoir vraiment se concentrer sur le cœur du métier et les actions qui sont vraiment utiles, quoi. Ok. Et toi, Lou, c'est quoi ta vision là-dessus? Bah, moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Je pense que maintenant, l'IA, ça va accroître notre productivité dans le sens où on gagne beaucoup de temps en faisant plein de choses. Par exemple, bah, déjà maintenant, quasiment tous les logiciels Adobe sont équipés de l'IA. Certains pas encore, mais ça va venir d'ici 2025, ça a été annoncé. Et c'est vrai que globalement, c'est vraiment pour nous faire gagner du temps. Par exemple, avant, pour retirer par exemple les fils électriques sur une image extérieure, tu mettais 1 heure à sélectionner tous tes fils électriques et puis ça débordait sur les bâtiments, les machins, les trucs. Tu étais obligé de faire des retouches pas possibles. En 2025, il y a un outil qui s'appelle Supprimer. C'est aussi simple que ça et c'est basé sur l'IA parce qu'il reconnaît, ah oui, alors elle a sélectionné ça ici, c'est noir, ça a tel contour, ok, là il y a la même chose, donc on va supprimer ça parce que c'est exactement la même chose. Et en fait, des outils comme ça, c'est des outils qui sont demandés par tous les graphistes, je pense, L'IA de parce Photoshop. qu'on perd un temps fou à supprimer des détails qui pour nous sont importants, pour les autres peut-être qu'ils ne les voient pas, mais en tout cas en tant que graphiste, on a un œil qui fait que on a besoin de ces détails-là et c'est vrai que ça nous prend un temps monstrueux.
Et là, ça va tout améliorer. Ouais, l'IA de Photoshop, c'est incroyable. Ouais. À quel point maintenant c'est une facilité pour enlever des éléments. C'est Ouais. assez dingue. Je reviens sur les tendances graphiques. La question initiale, là, de ce que tu as dit, Dorian, tout à l'heure, au niveau de l'IA, qui est effectivement une tendance indéniable dans le graphisme, dans la Ou globalité. un outil, Un outil, c'est ça? pas forcément une tendance. Mais voilà, grâce à l'IA, comme tu disais, avec le prompt, tu vas pouvoir sortir des illustrations, des images, etc. Mais c'est toi qui, du coup, demande à l'IA de faire un type de graphisme, ou en tout cas, comment dire, Une illustration. un style visuel. graphique, en fait, un style graphique. Mais donc, du coup, c'est quoi les tendances de style graphique qui, 2025. voilà, qui se... Moi, je trouve que ça Profil. reste quand même. Oui, c'est un outil, mais c'est quand même une tendance dans le sens où quand c'est fait avec du l'IA, tu le reconnais. Ouais. Donc, ça reste une technique visuelle unique, en fait, comparée à du minimalisme ou du skeuomorphisme, glassmorphisme. Voilà, c'est vraiment. Visuellement, tu le vois quand c'est fait avec de l'IA. Après, si on doit donner une directive un peu en dehors des créas comme ça, c'est moi je vois beaucoup passer notamment récemment au niveau des affiches publicitaires, notamment dans le métro. Maintenant, il y a une tendance, c'est de faire des campagnes. Je pense notamment à la campagne de sensibilisation de Movember. On pourra mettre des screens, mais où c'est mettre un message choc en fait en gros sur l'affiche et pour faire passer un message. Mais c'est très simple. Graphiquement, c'est fond blanc, écriture noire. Voilà, et genre, c'est des messages qui sont un peu drôles ou qui sont chocs. Il y avait celle de Movember et il y avait celle aussi. Alors, je regarde mes petites notes. Parce que je me Ouh, souviens il plus triche. des notes. C'est la campagne de Dijon. Donc, c'est une campagne pour les problèmes de santé intestinaux. No. Voilà, donc pareil, avec des messages assez drôles. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans une ère où c'est vraiment des messages. Graphiquement, c'est très simple. C'est très simple, c'est du minimalisme. Mais de toute façon, on tend vers une tendance qui est minimaliste. Je pense notamment à des rebrandings en 2024 qu'il y a eu. Je pense à PayPal qui maintenant c'est juste PayPal. Voilà, il y a plus d'icônes. Decathlon. 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 On a Jaguar aussi qui a totalement changé, mais parce qu'il passait sur même on pense à Deezer. Tout le monde quand tu as vu le logo de Deezer, donc c'est juste le cœur. C'est dit pourquoi? Parce qu'à la base c'était des ondes. Des ondes, c'est ça. Donc ça avait un sens. Maintenant, on est passé juste avec un cœur, donc les gens étaient en mode what? Mais vu que c'est un branding, en fait, il y a tout un tas de choses derrière. Le cœur, il est animé, donc il est animé en ondes. Plein d'éléments qui sont ajoutés. Une nouvelle typographie qui a été créée. Donc voilà. Donc en fait, tout ce minimalisme, maintenant, tous les reliefs qui vont être sur le logo, maintenant, sont aplatis. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres marques qui vont être faites cette année. Et je pense, voilà, en termes de logo, ça va être vraiment la tendance qui va être amenée. Ok. Et au niveau des logiciels, quelles sont les nouveautés 2025 qui sont déjà là ou qui vont arriver en cours d'année normalement? C'est la grosse nouveauté cette année, c'est sur Illustrator. Et ça, c'est quand ça a été montré, c'est avoir un visuel, par exemple, qui est carré. Et tu appuies sur un bouton et ton visuel, tu l'as en vertical, en paysage, tous les formats possibles. Ah ouais, il extrapole. Voilà, en fait, tout le travail que tu as d'adapter un visuel à tel format, bah, en fait, c'est avec l'IA, il le fait automatiquement. Mais ça, c'était une démo. Est-ce que dans la pratique, est-ce que c'était pas préparé? Est-ce que dans la pratique, Voilà, va être après, ça aussi, reste une démo en conférence, donc évidemment, tu as toujours l'effet waouh. Mais après, quand on voit l'IA de Photoshop, ce que ça donne maintenant, voilà, je pense que ça il y a sera. des chances qu'on y arrive de toute façon. Voilà, Parce Il y a que- eu qu'on y une arrive. date d'annoncer officielle de mise en place sur Illustrator? Pas à ma connaissance, non. Parce que dans le genre truc waouh, mais là je suis plus sur l'illustration, j'en ai vu une aussi qui est assez intéressante, où tu as un petit bonhomme, un petit chevalier qui combat un dragon dessiné. Le mec le prend en fait en sélection et en fait il fait face à la caméra et du coup on fait pas du tout au dragon. Donc il le sélectionne et puis il en fait un objet et en fait d'un seul coup il peut faire la rotation. Et juste à partir d'un dessin, Oui, le bonhomme ça, a je l'ai pris vu vie en ouais. 3D. Ça, je l'ai vu, Et c'est j'y ouf. pensais parce qu'en fait finalement nous
personnages de bande dessinée de la BD de l'agence, ils ont été dessinés à plat en fait et de plus en plus on a besoin de les tourner vers des scènes ou les mettre de dos, donc ça implique de redessiner à chaque fois. Est-ce que ce serait pas un super outil, ce genre de truc, serait génial, parce que c'est vrai que surtout qu'à la base le style des personnages ne venait pas de moi. Donc même si j'y ai mis ma patte au fur et à mesure du temps, c'est quand même pas un style qui m'appartient à la base. Donc pour faire une carte contrainte. Voilà, c'est ça. La carte contrainte ici, ce n'est pas mon style graphique. Mais malgré tout, c'est vrai que du coup, pour les mettre de profil, les personnages, ça va me mettre une éternité. Alors que si ça avait été mon style graphique, les personnages de profil, je sais les faire en 5 minutes, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la différence entre adapter un personnage où tu lui fais prendre une autre position, mais tu changes pas. Là, il faut le redessiner, donc il faut lui donner une autre allure, quoi. Donc globalement, si je résume, le créneau de 2025, ça va être le gain de temps grâce à l'IA dans la globalité au niveau du graphisme, en fait. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on donne toujours des tendances et tout ça. Ce que Glass Morphis, comme j'ai dit tout à l'heure, mais au final, ça peut être utilisé que dans certaines conditions, pour certaines marques. En fait, maintenant, il n'y a plus vraiment de tendance parce que le minimalisme, par exemple, il est arrivé, puis il est reparti, puis là, cette année, il revient, mais en force où toutes les marques s'y mettent. On va avoir de l'IA partout, en fait. Ouais, c'est ça, grosso modo. En guise de conclusion, si vous deviez donner un conseil chacun à une entreprise qui a envie de moderniser son image, ce serait quoi? Votre conseil majeur? De faire confiance à une agence de com et pas à son cousin. J'allais dire, pas faire son logo sur Canva. Ça arrive beaucoup, ça, encore? Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous disent oui, moi le logo je peux le faire en 5 minutes sur Canva. Oui, mais 5 minutes sur Canva, c'est pas un graphiste qui a une expérience, qui a plusieurs logos à son actif. Un logo, c'est pas juste visuel, derrière c'est faire passer un message, c'est être reconnu en 2 secondes sur internet ou dans la rue. Ça, il y a tout un travail de réflexion qui est fait derrière. C'est adapter aussi les dimensions, pouvoir étirer le logo. Voilà, c'est ça. Faut qu'il soit à la fois aussi vectoriel, donc pouvoir être utilisé et être agrandi. Parce qu'en fait, le vectoriel, c'est pas une image qui est faite avec des pixels, c'est fait avec des formes, en fait, des tracés, qui fait que l'image peut être très 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 grande, elle sera jamais pixelisée. Donc pour les logos, c'est ce qu'on utilise. Et donc le graphiste, lui, certes, on lui demande de faire un logo, mais derrière ce logo-là, il va y avoir 10 ou 15 variantes qui vont être faites pour justement coller le plus à l'image de la marque. Et au cas d'utilisation. Et au cas d'utilisation pour le client. Machin, contraste et tout. C'est ça. Donc c'est pas seulement faire un logo Canva en 5 minutes faire un logo sur Canva en 5 minutes qui va faire que il va être vraiment efficace. En général, un logo fait sur Canva finit dans les mains d'un graphiste qui va le refaire. Oui. Généralement, ça nous arrive. Ça, ou sur les sites avec des IA, justement, qui te créent un logo en 30 secondes avec des éléments préfaits, mais alors avec aucun alignement, aucune... Il n'y a aucune règle qui est respectée. Non. Puis c'est pas esthétique de manière générale, les couleurs vont pas ensemble. Enfin, c'est pas... Donc ça peut être bien pour se lancer, mais après, si on veut une exploitation plus sérieuse... Si on veut une idée... Déjà, si on veut un visuel sur lequel se baser pour peut-être montrer un graphiste derrière et lui dire ok, moi j'ai cette idée-là, mais par contre c'est vrai que je comprends que ça marche pas forcément. Nous on peut repartir de ça et dire ok, on va relever les éléments qui vont pas. Globalement on fait ça avec le client de manière générale, on en discute avec lui et soit on lui propose quelque chose du coup de plus adapté, soit on lui propose complètement autre chose mais qui va être plus adapté aussi à son image en justifiant évidemment qu'on ne soit pas reparti de son idée, quoi. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. Merci on va pouvoir conclure cette vidéo. Tout à fait. Et merci encore une fois à Quentin de nous avoir accueillis ici chez Face à Face. Vraiment, on a de l'espace et la possibilité de créer des ambiances très différentes d'une série à l'autre. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez réagir ou interagir avec nos intervenants, il y a l'espace commentaire qui est là. Et aussi, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde dans ce format-là, n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire pour qu'on puisse les intégrer dans les prochaines vidéos avec grand plaisir. Tout à fait, dans l'agence. Alors, ne serait-ce que dans l'agence, on a vraiment plein de potentiel sur des expertises différentes avec des graphistes, développeurs, intégrateurs, rédacteurs. Il y a des spécialisations en référencement, en campagne Google, etc. Et aussi, en plus de ça, on peut aussi faire intervenir d'autres personnes extérieures à l'agence en fonction du sujet qu'on traitera dans les prochaines vidéos. Voilà, que ce soit au sein de nos partenaires ou de nos clients ou autres. Ou même au-delà de ça.
En tout cas, merci encore d'avoir participé. Merci à Tom, que vous ne voyez pas parce qu'il est derrière la caméra et qui effectivement, nous accompagne dans ce projet. Et puis, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, que ce soit ici sur la chaîne ou sur nos réseaux. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.